Personne n'avait fait ça depuis 53 ans. Depuis qu'Apollo 17 s'est posé dans l'océan Pacifique en décembre 1972, aucun être humain n'avait quitté le voisinage gravitationnel de la Terre pour se diriger vers la Lune. Pas une seule fois. Pensez-y un instant. En décembre 1972, Georges Pompidou était président de la République française. La tour Montparnasse venait d'être inaugurée. Le Concorde n'avait pas encore effectué son premier vol commercial. Internet n'existait pas. Le téléphone portable n'existait pas. La Station spatiale internationale n'existait même pas en concept. Une génération entière est née, a grandi, a fondé une famille et a commencé à élever ses propres enfants dans l'intervalle qui sépare cette dernière mission de celle-ci. 53 ans de silence entre la Terre et la Lune. 53 ans pendant lesquels nous avons envoyé des robots, des sondes, des satellites, mais pas un seul être humain au-delà de l'orbite terrestre basse. Et puis, le 1er avril 2026, 4 astronautes sont montés à bord d'une capsule de la taille de 2 monospaces et l'ont pointé vers la Lune. Leurs noms, Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. L'une d'entre eux est devenue la première femme à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Un autre, la première personne noire. Un troisième, le premier non-américain, un Canadien de l'Agence spatiale canadienne. Ce sont des pionniers au sens le plus littéral du terme. Pas dans le sens galvaudé du marketing, pas dans le sens de la Silicon Valley qui qualifie de révolutionnaire la moindre application de commande de repas. Des pionniers au sens originel. Des êtres humains qui vont là où personne n'est allé avant eux, ou du moins là où personne n'est allé depuis si longtemps que cela revient presque au même. C'est Artemis 2. Et je veux vous guider, étape par étape, à travers ce que ces 4 personnes vivent réellement, depuis le moment où ils se sont sanglés dans leur siège jusqu'au moment où ils toucheront la surface de l'océan Pacifique, environ 10 jours plus tard. Parce que la réalité de cette mission est plus folle, plus claustrophobe et plus dangereuse que ce que la plupart des gens imaginent. Et parce que cette mission concerne l'Europe autant que l'Amérique, d'une manière que peu de gens réalisent. Commençons au sol, le jour du lancement, le Kennedy Space Center, en Floride, le 1er avril 2026. Il est encore tôt dans l'après-midi. Le soleil de Floride tape sur les marais et les palmiers qui entourent le complexe de lancement, et l'air est épais d'humidité. Quelques dizaines de milliers de personnes sont rassemblées sur les plages et les routes avoisinantes, les yeux rivés sur la silhouette massive de la fusée qui se dresse à l'horizon comme un gratte-ciel solitaire. L'équipage était en quarantaine depuis plusieurs jours, isolé de leur famille, soumis à des examens médicaux, suivant un programme de sommeil strict et un plan nutritionnel calibré à la calorie près pour garantir qu'ils soient parfaitement hydratés et en pleine possession de leurs moyens au moment du décollage. La quarantaine préalable au vol est une tradition qui remonte à Apollo. Après qu'un astronaute d'Apollo 7 a attrapé un rhume en orbite et que l'inconfort a perturbé toute la mission, la NASA a instauré un protocole d'isolement médical strict. Personne ne serre la main de l'équipage dans les derniers jours avant le lancement. Personne ne les approche sans masque et gants. La moindre infection respiratoire, le moindre virus gastro-intestinal pourrait transformer 10 jours en apesanteur dans un espace confiné en enfer médical. Pour un Français, il faut se représenter cette discipline presque militaire, comparable à celle des pilotes d'essai de Dassault à Istres ou des spationautes de l'ESA
au Centre européen des astronautes de Cologne, qui passe par le même type de protocole rigoureux avant chaque mission. L'équipage a revêtu les combinaisons du système de survie d'Orion, des tenues pressurisées, volumineuses, lourdes, conçues pour les maintenir en vie si la cabine perd sa pressurisation pendant la phase d'ascension. Ce ne sont pas les combinaisons élégantes qu'on voit dans les films de science-fiction. Elles sont fonctionnelles, massives. Pensez à des canots de sauvetage portables. Chaque combinaison pèse une vingtaine de kilogrammes et contraint les mouvements, mais elle est capable de maintenir un environnement vital autonome pendant plusieurs heures en cas de dépressurisation catastrophique. Ils ont pris un ascenseur le long de la tour de lancement du pas de tir 39B, le même complexe qui a lancé les missions Apollo il y a plus d'un demi-siècle, et ils sont montés dans leur vaisseau spatial. Ils l'ont baptisé Integrity. Il trône au sommet de la fusée la plus puissante jamais lancée par la NASA, le Space Launch System. 98 mètres de haut pour un poids total de 2 600 000 kg à pleine charge de carburant. Pour donner un ordre de grandeur à un spectateur français, c'est plus haut que la tour Montparnasse à Paris, et c'est environ 8 fois le poids d'un Airbus A380 au décollage. C'est aussi plus grand que n'importe quelle fusée Ariane jamais lancée depuis Kourou en Guyane française. Ariane 5, le fer de lance européen pendant 2 décennies, mesurait 53 mètres. Le SLS fait presque le double. La comparaison avec Ariane 6, le nouveau lanceur européen, est encore plus frappante. Ariane 6 est un bijou d'ingénierie optimisée pour placer des satellites en orbite. Mais elle n'a tout simplement pas la puissance brute nécessaire pour envoyer un équipage vers la Lune. C'est un lanceur moyen. Le SLS est un monstre, conçu pour une seule chose: arracher des tonnes de matériel et d'êtres humains à l'attraction terrestre et les propulser vers l'espace profond. Sous eux, 2 propulseurs d'appoint à propergol solide et 4 moteurs RS-25 étaient sur le point de produire une poussée combinée de 39 méganewtons, soit 15% de plus que la fusée Saturne V qui avait emmené les astronautes d'Apollo vers la Lune. Les RS-25 ne sont pas des moteurs neufs. Ce sont des versions modernisées des moteurs qui ont propulsé la navette spatiale américaine pendant 3 décennies, reconstruits et recertifiés pour une fusée pour laquelle ils n'avaient jamais été conçus à l'origine. C'est un peu comme si l'on prenait les moteurs Vulcain d'une Ariane 5, qu'on les reconfigura et qu'on les monta sur un lanceur d'une génération entièrement différente. Le principe est le même. Adapter une technologie éprouvée à une architecture nouvelle, avec tous les risques que cela comporte. Red Wiseman occupait le siège du commandant. Victor Glover, le pilote, était assis à côté de lui. Koch et Hansen, les 2 spécialistes de mission, se tenaient derrière eux. 4 adultes dans une cabine d'environ 9 mètres cubes, que la NASA aime comparer au volume de 2 monospaces. C'est à peu près 60% de plus que ce que le module de commande Apollo offrait à ses équipages de 3 personnes. Mais répartis entre 4 personnes au lieu de 3, le calcul ne semble pas vraiment généreux. Pour un Français habitué à l'espace d'un appartement parisien, disons que 9 mètres cubes, c'est à peine la taille d'une chambre de bonne sous les toits du 6e arrondissement. Sauf qu'ici, cette chambre est votre maison, votre bureau, votre salle de sport, votre cuisine et votre salle de bain pendant 10 jours. Et vous la partagez avec 3 autres personnes. 24 heures sur 24.
sans possibilité de sortir prendre l'air, sans possibilité de fermer une porte, sans possibilité de marcher plus de 2 mètres dans une direction quelconque, sans rencontrer un mur, un panneau d'instruments ou un coéquipier. Christina Koch avait déclaré avant le vol qu'elle comptait sur la microgravité pour agrandir l'espace une fois qu'il flotterait, parce qu'en apesanteur, on peut utiliser les murs, le plafond, chaque surface comme espace de vie, pas seulement le sol. En gravité, un volume de 9 mètres cubes offre peut-être 6 mètres carrés utilisables au sol. En microgravité, les 6 faces du cube deviennent toutes des surfaces potentielles. Mais même avec cette astuce, l'espace reste intimement petit. Elle allait en avoir besoin. Le compte à rebours a atteint 0. Plus précisément, le séquenceur de lancement automatique a pris le contrôle dans les dernières minutes, orchestrant une série de commandes automatisées qui préparent la fusée et le vaisseau au décollage, vérifiant que chaque système, de la propulsion à l'avionique, passe en mode de vol. Le lancement était prévu initialement à 18h24, heure de la côte est américaine, mais des ajustements techniques de dernière minute ont décalé le tir à 18h35. Des problèmes de capteurs de batterie et du système de terminaison de vol, ce système de sécurité critique, conçu pour détruire la fusée si elle dévie de sa trajectoire, ont été résolus dans les dernières heures. Pendant un long moment, les spectateurs, les ingénieurs et les familles des astronautes ont retenu leur souffle, habitués au report de dernière minute qui avait déjà repoussé cette mission pendant des années. Mais cette fois, le compte à rebours est allé au bout. Les moteurs RS-25 se sont allumés en premier, suivis une demi-seconde plus tard par les propulseurs d'appoint à propergol solide. L'allumage des RS-25 précède celui des boosters, parce que les moteurs à ergol liquide peuvent être arrêtés si une anomalie est détectée. Les propulseurs solides, une fois allumés, ne peuvent pas être éteints. C'est une combustion irréversible. Dès l'instant où les boosters s'allument, le lancement est engagé. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est la partie à laquelle personne ne peut véritablement se préparer. Le sol a tremblé à des kilomètres à la ronde. Les spectateurs sur les plages de Floride ont décrit une vibration qui montait depuis la terre elle-même, à travers les pieds, les jambes, le torse, avant même que le bruit n'atteigne leurs oreilles, parce que les ondes sismiques voyagent plus vite que le son dans l'air. Puis, le son est arrivé, un grondement grave, continu, si puissant qu'il faisait vibrer la poitrine comme un caisson de basse géant. L'ancienne astronaute Wendy Lawrence avait décrit la sensation du lancement d'une navette spatiale comme celle de quelqu'un assis sur votre poitrine. Une force si écrasante qu'elle ne pouvait pas lever le bras devant son visage. Le SLS est plus puissant que la navette. L'équipage a ressenti environ 3 fois la force de la gravité terrestre, les enfonçant dans leur siège, tandis que la fusée griffait l'atmosphère vers le haut. Leur corps pesait 3 fois leur poids normal. Respirer devenait un effort conscient. Bouger était pratiquement impossible. Les vibrations provenant des propulseurs solides se transmettaient à travers l'intégralité du véhicule. Un tremblement profond, ressenti jusqu'aux os, qui ne s'est pas interrompu pendant les 2 premières minutes de vol. Pour comprendre cette sensation, imaginez que vous êtes allongé sur le dos dans un train qui accélère verticalement, que quelqu'un empile 3 exemplaires de votre propre poids sur votre poitrine, et qu'en même temps, la structure entière vibre comme un marteau-piqueur.
Voilà le lancement. Puis les propulseurs d'appoint ont épuisé leur carburant et se sont détachés. Le vol s'est soudainement adouci, comme si on passait d'un chemin de terre à une autoroute lisse. L'étage principal a continué d'accélérer le vaisseau. Environ 8 minutes après le lancement, les moteurs principaux se sont éteints. Ce moment porte un nom technique, MECO, Main Engine Cut-off, l'extinction des moteurs principaux. Et puis l'étage principal s'est séparé du reste du véhicule, laissant l'étage supérieur cryogénique et la capsule Orion poursuivre seule. Le silence a été soudain, total. La pression a disparu. Les bras de l'équipage ont flotté depuis leurs genoux. Les stylos se sont échappés des poches. Tout objet non arrimé s'est soulevé doucement de la surface où il reposait. L'équipage avait attaché à bord un petit indicateur de gravité zéro, une tradition des vols spatiaux russes adoptée depuis par d'autres programmes, un petit objet suspendu à un fil qui flotte librement dès que la microgravité s'installe, confirmant visuellement aux astronautes et aux spectateurs au sol que la pesanteur est arrivée. Ils étaient en orbite, tournant autour de la Terre sur une trajectoire fortement elliptique. Et pour la première fois, l'équipage d'Artemis II a pu regarder par les hublots et voir la planète en dessous d'eux. Le commandant Red Wiseman a déclaré à cet instant qu'ils avaient un magnifique lever de lune devant eux et qu'ils se dirigeaient droit vers elle. Orion possède 4 hublots, petits mais fonctionnels. Depuis leur altitude, la courbure de la Terre était indiscutable. La fine ligne bleue de l'atmosphère, à peine visible contre la noirceur de l'espace, est la seule chose qui sépare 8 milliards d'êtres humains du vide spatial. Thomas Pesquet, lors de ses séjours à bord de la Station spatiale internationale, avait souvent décrit ce moment comme une révélation existentielle, le moment où l'on comprend viscéralement la fragilité de notre planète. L'équipage d'Artemis II voyait la même chose, mais avec une différence fondamentale. Il n'allait pas rester en orbite basse. Il s'apprêtait à quitter le berceau terrestre. Là où Thomas Pesquet tournait autour de la Terre à 400 km d'altitude, l'équipage d'Artemis II allait s'en éloigner à des centaines de milliers de kilomètres. La Terre n'allait pas rester un panorama immense remplissant le hublot. Elle allait rétrécir, devenir un disque, puis une bille, puis un point. Pendant les heures suivantes, la mission est entrée dans une phase de vérification minutieuse. L'orbite choisie était hautement elliptique, avec un point le plus éloigné porté à plus de 70 000 km de la Terre après la manœuvre de rehaussement d'apogée, bien au-delà de la ceinture de Van Allen, ces zones de radiations intenses qui entourent notre planète. C'est le moment où l'équipage et le contrôle de mission à Houston sont passés en revue chaque système du vaisseau un par un. Support de vie, propulsion, navigation, communication, contrôle thermique, confirmant qu'Orion était suffisamment sain pour le voyage à venir. Parce qu'une fois engagé vers la Lune, il n'y avait pas de station spatiale où s'amarrer, pas de véhicule de secours en attente en orbite. Ils étaient seuls. C'est une différence fondamentale avec les missions vers la Station spatiale internationale, où un vaisseau Soyouz ou un Crew Dragon est toujours disponible comme canot de sauvetage, amarré en permanence à la station, prêt à ramener l'équipage en quelques heures en cas d'urgence. Sur l'ISS, si un incendie se déclare, si une dépressurisation se produit, si un problème médical nécessite un retour au sol, l'équipage a une issue de secours. Il monte dans le vaisseau de sauvetage, se désarrimant et rentre sur Terre. Ici,
Rien de tout cela. Le vaisseau Orion est à la fois votre maison, votre véhicule et votre unique bouée de secours. S'il tombe en panne, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de deuxième vaisseau caché quelque part derrière la Lune. Il n'y a que la trajectoire de retour libre et les lois de la physique. C'est aussi le moment où Artemis II est devenu quelque chose de véritablement nouveau. Wiseman et Glover ont effectivement piloté Orion manuellement, prenant le contrôle direct du vaisseau pour tester sa maniabilité. C'est un acte d'une portée considérable. Depuis la fin du programme de la navette spatiale en 2011, aucun astronaute américain n'avait piloté manuellement un nouveau véhicule spatial. Les capsules Crew Dragon de SpaceX et les capsules Starliner de Boeing volent essentiellement en mode automatique, avec une capacité de pilotage manuel de secours, mais qui n'est pas la norme opérationnelle. Orion, lui, devait démontrer qu'un équipage humain peut non seulement être passager, mais véritablement pilote de ce vaisseau dans l'espace profond. Wiseman et Glover ont réalisé des opérations de proximité, une série de manœuvres utilisant les moteurs du module de service européen pour démontrer qu'un équipage humain peut guider ce véhicule avec précision à travers le type de procédure que les futures missions Artemis exigeront, comme l'amarrage à une station orbitale lunaire Gateway ou le positionnement à proximité de la surface de la Lune pour les missions d'alunissage. Ce n'était pas du pilotage automatique, c'était des mains humaines sur les commandes, des yeux rivés sur les instruments, prouvant que des êtres humains peuvent opérer cette machine dans l'espace profond. Les données recueillies pendant ces tests alimenteront directement le développement des procédures opérationnelles pour Artemis 3, 4 et au-delà. Pour les ingénieurs et les pilotes d'essais français, ce moment évoque les premiers vols d'essai du Concorde ou du Rafale. Ces instants où le pilote doit sentir la machine à travers ses commandes et confirmer que la réalité correspond aux simulations. André Turcat, le pilote d'essai français qui a fait voler le Concorde pour la première fois le 2 mars 1969, avait décrit ce même mélange de concentration intense et de confiance mesurée dans la machine. 57 ans plus tard, les pilotes d'Orion font la même chose, mais en orbite. Le module de service européen, construit par Airbus Defence and Space pour l'Agence spatiale européenne, est le cheval de bataille boulonné à l'arrière d'Orion. Il fournit la propulsion, l'énergie électrique grâce à ses 4 ailes de panneaux solaires qui, déployées, donnent au vaisseau une envergure d'environ 19 mètres, le contrôle thermique et stockent l'eau et les gaz qui maintiennent l'équipage en vie. Sans lui, Orion n'est qu'une capsule. Avec lui, Orion est un véhicule d'exploration spatiale profonde. Le module de service est en quelque sorte le corps d'Orion, tandis que la capsule est sa tête. Il abrite le moteur principal, un moteur Aerojet Rocketdyne AJ-10, capable de fournir les poussées nécessaires aux corrections de trajectoire et aux manœuvres orbitales, ainsi que 8 moteurs auxiliaires et 24 petits propulseurs de contrôle d'attitude qui permettent de réorienter le vaisseau dans n'importe quelle direction avec une précision remarquable. C'est le module de service qui stocke les quelques 8 tonnes de carburant nécessaires au voyage, les réservoirs d'oxygène et d'azote qui pressurisent la cabine, et les radiateurs qui dissipent la chaleur excédentaire dans le vide spatial. En somme, tout ce qui permet à 4 êtres humains de survivre en dehors du berceau terrestre. C'est un point de fierté pour l'Europe et pour l'industrie aérospatiale française en particulier.
Le module de service est assemblé à Brême, en Allemagne, par Airbus, mais c'est un projet profondément européen dont la chaîne d'approvisionnement s'étend à travers le continent. De nombreux composants critiques sont fabriqués en France, notamment par Thales Alenia Space à Cannes et à Turin, et par Safran à Vernon, berceau historique de la propulsion spatiale française où les moteurs Vulcain d'Ariane étaient déjà conçus et testés. Les panneaux solaires, les systèmes de propulsion auxiliaire, une partie de l'électronique de bord portent l'empreinte de l'ingénierie européenne et française. D'autres composants viennent de Belgique, des Pays-Bas, de Suède, d'Italie, d'Espagne, faisant de ce module un véritable projet pan-européen coordonné par l'ESA, dont le centre technique, ESTEC, se trouve à Noordwijk, aux Pays-Bas. La contribution européenne à Artemis n'est pas un geste symbolique. Ce n'est pas un instrument scientifique secondaire installé dans un coin de la capsule. C'est l'infrastructure vitale du vaisseau. Sans la contribution de l'ESA et de ses partenaires industriels, ce vaisseau n'existerait tout simplement pas sous sa forme actuelle. C'est l'Europe qui fournit le souffle vital d'Orion. Et en échange de cette contribution, l'ESA a obtenu des sièges pour des astronautes européens sur de futures missions Artemis. Un jour, peut-être pas si lointain, un spationaute français ou allemand ou italien se tiendra dans cette capsule et regardera la Lune se rapprocher par le hublot. Ce jour-là, il le devra en partie au module de service qui vole aujourd'hui derrière Orion. Une fois les tests en orbite terrestre terminés, l'équipage s'est préparé pour la manœuvre moteur la plus déterminante de toute la mission, l'injection translunaire. Ce terme technique désigne un concept simple mais vertigineux. C'est le moment où Orion a cessé de tourner autour de la Terre et s'est engagé vers la Lune. C'est le point de non-retour psychologique. Tant que vous êtes en orbite terrestre, vous pouvez toujours décider de rentrer. L'atmosphère est en dessous de vous, l'amérissage est possible en quelques heures. Après l'injection translunaire, cette option disparaît. Vous êtes engagé. L'étage supérieur du SLS, appelé étage de propulsion cryogénique intermédiaire, a effectué une dernière mise à feu, accélérant le vaisseau jusqu'à la vitesse nécessaire pour s'arracher à l'emprise gravitationnelle de la Terre et glisser vers la Lune sur une longue trajectoire courbe. Cette mise à feu a duré environ 6 minutes. 6 minutes de poussée contrôlée qui ont transformé un objet en orbite terrestre en un projectile filant vers un autre monde. Après cette mise à feu, l'étage supérieur s'est séparé et Orion s'est retrouvé seul. 4 personnes dans une capsule à environ 386 000 km de leur destination, portées par leur élan, avec le module de service européen fournissant les corrections de trajectoire en cours de route. Le pilote Victor Glover a décrit ce moment en disant simplement qu'il se dirigeait droit vers la Lune. Si quelque chose tourne catastrophiquement mal à partir de ce point, la trajectoire de retour libre ramènera l'équipage vers la Terre, en utilisant la gravité lunaire, le même chemin de secours qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13 en 1970. Ce n'est pas un plan de secours rassurant. C'est le seul plan de secours. La trajectoire de retour libre est une courbe balistique calculée de telle manière que même sans aucune propulsion supplémentaire, le vaisseau contourne la Lune et revient vers la Terre par la seule force de la gravité. C'est élégant sur le plan mathématique, c'est terrifiant sur le plan humain. Cela signifie que si les moteurs du module de service tombent en panne,
si l'électronique rend l'âme, si un météorite perfore la coque, la seule chose qui vous ramène chez vous, c'est la mécanique céleste et les lois de Newton. En 1970, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise ont survécu grâce à exactement cette trajectoire après l'explosion d'un réservoir d'oxygène à bord d'Apollo 13. L'équipage d'Artemis 2 vole sur le même principe de sécurité, un filet de sécurité tissé avec les mathématiques de la gravitation universelle. Maintenant, imaginez leur quotidien pendant les prochains jours, tandis qu'ils glissent vers la Lune. La Terre rétrécit derrière eux. Chaque heure, la maison devient un peu plus petite dans le hublot et le délai de communication avec Houston s'allonge un peu plus. Pas de beaucoup sur cette mission, environ 1,5 seconde dans chaque sens lorsqu'ils sont au niveau de la Lune, mais suffisamment pour qu'une conversation semble légèrement décalée. Vous dites quelque chose, vous attendez. La réponse revient avec un temps de retard. C'est un petit rappel que vous êtes en train de partir, véritablement, physiquement, de quitter le monde. Le retard de communication est minime comparé à ce que les futures missions vers Mars devront endurer, où le décalage pourra atteindre 20 minutes dans chaque sens, rendant toute conversation en temps réel impossible. Mais même 1,5 seconde suffit à briser le rythme naturel d'un échange. C'est comme parler à quelqu'un au téléphone avec un écho bizarre. On s'y habitue, mais on ne l'oublie jamais tout à fait. La cabine d'Orion a été reconfigurée pour le transit. Koch et Hansen ont rangé les repose-pieds de leur siège et replié une partie de l'équipement pour libérer autant d'espace de vie que possible. En microgravité, la notion même d'aménagement change. Il n'y a plus de haut ni de bas. Un sac de rangement fixé au plafond est aussi accessible qu'un tiroir au sol. L'équipage peut utiliser les parois latérales comme des étagères, le plafond comme un espace de travail. Tout flotte, tout doit être attaché, velcroté, sanglé. Le moindre objet laissé libre dérive lentement vers les grilles d'aspiration du système de ventilation. Les astronautes de la Station spatiale internationale plaisantent souvent en disant que la microgravité est le meilleur test de rangement jamais inventé. Si vous n'avez pas attaché quelque chose, vous ne le retrouverez pas. Les toilettes sont installées sous le plancher, près de l'écoutille principale, occupant environ 140 litres d'espace. Un rideau assure l'intimité, ce qui compte quand l'un de vos coéquipiers mesure 1,88 m et que la salle de bain a la taille d'un placard à balai. Le système de toilettes spatiales est un chef-d'œuvre d'ingénierie méconnu. En apesanteur, rien ne tombe, ce qui signifie que la gravité, cet allié silencieux que nous tenons pour acquis chaque fois que nous utilisons des toilettes terrestres, est absent. Le système doit donc utiliser un flux d'air dirigé, une aspiration mécanique, pour guider les déchets là où ils doivent aller. Un embout urinaire connecté à un tuyau aspire l'urine grâce à un ventilateur. Pour les déchets solides, l'astronaute se positionne au-dessus d'une ouverture étroite, à peine plus large qu'une soucoupe de tasse à café, et un courant d'air descendant fait office de gravité artificielle locale. Le tout exige un positionnement précis et une certaine pratique. Les astronautes s'entraînent à l'utilisation des toilettes spatiales au sol, avec une caméra placée à l'intérieur de la cuvette d'entraînement pour vérifier l'alignement. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une procédure d'entraînement officielle de la NASA. Le système de gestion des déchets collecte l'urine et la rejette dans l'espace, où elle se sublime instantanément en cristaux de glace
qui scintille brièvement dans la lumière du soleil avant de se disperser dans le vide. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont souvent décrit cette éjection comme l'un des plus beaux spectacles visuels de la vie en orbite, une cascade de diamants éphémères contre le noir de l'espace. Les déchets solides sont emballés dans des sacs hermétiques et stockés pour le voyage retour. Il n'y a pas de système de recyclage de l'eau sur cette mission. Le vol est suffisamment court pour qu'ils puissent se permettre de garder les choses simples. Mais cela signifie aussi que chaque goutte d'eau qu'ils boivent a été chargée dans le vaisseau avant le lancement. Chaque litre compte. Chaque gorgée est comptabilisée. Sur la Station spatiale internationale, un système de recyclage sophistiqué récupère l'urine, la sueur condensée et même l'humidité de la respiration pour la transformer en eau potable. C'est un système remarquable qui permet de recycler environ 90% de l'eau à bord. Orion n'a pas ce luxe. Son système d'eau est ouvert. Ce qui est consommé ne revient pas. La nourriture arrive en sachet. Une petite plaque chauffante les réchauffe et un distributeur d'eau réhydrate les repas lyophilisés. Le menu a été choisi par les astronautes lors de séances de dégustation au laboratoire des systèmes alimentaires spatiaux de la NASA, plusieurs mois avant le lancement. Ces séances de dégustation sont un processus sérieux. Les astronautes goûtent des dizaines de plats, les notent sur des échelles de 1 à 9 et composent un menu personnalisé qui sera leur seule alimentation pendant toute la durée du vol. Les options incluent des crevettes, du macaroni au fromage et des tortillas. Les tortillas sont devenues un aliment de base de l'alimentation spatiale parce qu'elles ne produisent pas de miettes, contrairement au pain qui, en microgravité, libère une nuée de particules flottantes capables d'envahir l'air de la cabine, de boucher les filtres et potentiellement de créer un risque d'incendie. Jeremy Hansen, le Canadien de l'équipage, a emporté des produits alérables et des bouchées de saumon de chez lui. Chaque mission spatiale internationale autorise les astronautes à emporter quelques spécialités de leur pays d'origine, ce qu'on appelle les bonus food. Les Russes emportent traditionnellement du caviar en tube, les Japonais du ramen lyophilisé. Les Français, lors des vols de Thomas Pesquet, avaient envoyé des plats préparés par le chef Thierry Marx, du bœuf bourguignon et du homard en gelée. Une touche de gastronomie française en apesanteur qui avait fait la une des journaux. La plupart de la nourriture est consommée à température ambiante parce que le réchaud a une capacité limitée. Imaginez manger du macaroni tiède dans un sachet en aluminium tout en flottant dans un tube métallique à 160 000 km du restaurant le plus proche. C'est le déjeuner sur Artemis II. Il n'y a pas de réfrigérateur, pas de four, pas de table. Vous pressez la nourriture hors d'un sachet. Vous poursuivez les miettes flottantes avant qu'elles ne bouchent un filtre à air et vous faites passer le tout avec de l'eau provenant d'un distributeur pressurisé. Pour un Français habitué au rituel du repas, à la baguette croustillante, au fromage affiné et au verre de vin, cette description ressemble à un cauchemar gastronomique. Et pourtant, les astronautes vous diront que ces repas sont un moment d'ancrage psychologique fondamental. Quand tout le reste de votre environnement est profondément alien, le fait de manger quelque chose de chaud, de reconnaissable, même sorti d'un sachet, c'est un lien avec la normalité. C'est un rappel que vous êtes un être humain, pas une pièce de la machine. Le sommeil est géré avec soin. 8 heures sont programmées dans chaque journée, sauf la première où le planning est compressé
et l'équipage récupère en cycles fragmentés. Le premier jour, l'équipage a dormi en 2 cycles de 4 heures, se réveillant entre les deux pour effectuer une manœuvre de correction d'orbite. C'est une gestion du sommeil qui rappelle celle des navigateurs solitaires du Vendée Globe. Ces marins français qui dorment par tranches de 20 minutes pendant des semaines, sauf qu'ici, les enjeux sont encore plus élevés parce que chaque réveil s'accompagne d'une checklist de procédures critiques. Ils dorment dans des sacs de couchage semblables à des hamacs, arrimés aux parois de la capsule. En microgravité, dormir est une expérience profondément étrange. Il n'y a pas de sensation de lit sous vous, pas de poids de couverture sur vous, pas de contact avec un matelas. Vous flottez à l'intérieur de votre sac de couchage, maintenu en place par des sangles velcro. Vos bras se soulèvent naturellement devant vous, comme ceux d'un somnambule dans un dessin animé, parce qu'en l'absence de gravité, la position de repos des muscles des bras est une légère flexion en avant. Les astronautes de la station spatiale rapportent que les premières nuits sont les plus difficiles. Le cerveau, habitué depuis la naissance à associer la position horizontale avec le sommeil, est désorienté par l'absence totale de haut et de bas. Certains décrivent la sensation de tomber en permanence, une chute sans fin qui ne produit aucun impact. D'autres rapportent des rêves inhabituellement vivides, comme si le cerveau, privé de ses repères gravitationnels habituels, compensait par une activité onirique intensifiée. Les 4 dorment en même temps pendant la majeure partie de la mission, ce qui est un choix délibéré. Sur la Station spatiale internationale, il y a toujours quelqu'un d'éveillé pour surveiller les systèmes. Sur Orion, l'équipage fait confiance aux alarmes automatiques pour les réveiller en cas de problème. C'est un acte de foi dans la technologie. Pendant que 4 êtres humains dorment, le vaisseau vole en pilote automatique à travers le vide, ses ordinateurs surveillant des milliers de paramètres, prêts à déclencher une alarme si quelque chose dévie de la norme. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de porte à fermer, sauf celle des toilettes. Le bourdonnement du système de support de vie est constant. Les ventilateurs qui font circuler l'oxygène, qui épurent le dioxyde de carbone, qui régulent la température de la cabine. Ce n'est pas silencieux, c'est une machine qui vous maintient en vie, et elle en a le son. Un bruit blanc mécanique permanent, comme dormir dans une salle des machines de navire. L'astronaute français Thomas Pesquet avait décrit un phénomène similaire à bord de la Station spatiale internationale. Ce bourdonnement permanent qui finit par devenir le silence de votre nouvelle normalité. Un fond sonore que votre cerveau apprend à ignorer au bout de quelques jours, mais qui ne s'arrête jamais. La différence avec l'ISS, c'est que sur la station, les astronautes ont des cabines individuelles, de petits volumes fermés où ils peuvent s'isoler, tirer un store sur le hublot et retrouver un semblant d'intimité. Sur Orion, il n'y a rien de tel. Vous dormez dans la pièce commune, à côté de vos coéquipiers, séparés par rien du tout. L'exercice physique est obligatoire. 30 minutes chaque jour sur un appareil appelé Flywheel, un volant d'inertie. Il est installé sous l'écoutille latérale et sert également de marche que l'équipage utilise pour monter dans la capsule le jour du lancement. Le flywheel fonctionne comme une machine à câble de résistance, offrant des exercices comme les squats, les soulevés de terre et des mouvements aérobiques comme l'aviron. Il supporte jusqu'à 180 kg de charge, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous le compariez à la Station spatiale internationale, où les astronautes
disposent de plusieurs machines d'exercice pesant collectivement plus d'une tonne 800 et occupant 24 mètres cubes. Sur l'ISS, il y a un tapis de course avec un harnais élastique qui simule le poids du corps, un vélo ergométrique et un appareil de résistance avancée qui peut reproduire pratiquement n'importe quel exercice de musculation. Les astronautes y passent 2 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est un gymnase complet en orbite. Sur Orion, vous disposez d'un appareil de la taille d'une valise cabine. Red Wiseman a été le premier de l'équipage à l'utiliser après le lancement, inaugurant la routine d'exercice qui les accompagnera pendant les 10 jours de vol. Pendant 10 jours, c'est suffisant pour ralentir la perte musculaire et osseuse qui commence presque immédiatement en microgravité. Le corps humain, conçu par des millions d'années d'évolution pour fonctionner sous la gravité terrestre, commence à se décomposer dès qu'on lui retire cette contrainte. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de l'exploration spatiale. Le même environnement qui permet aux astronautes de flotter librement comme dans un rêve est aussi celui qui détruit silencieusement leur corps. Les muscles s'atrophient parce qu'ils n'ont plus besoin de lutter contre la gravité. Les fibres musculaires rapides, celles qui permettent les mouvements explosifs, sont les premières à diminuer. En l'absence de charge gravitationnelle, le corps considère tout simplement qu'il n'a pas besoin de maintenir cette masse musculaire coûteuse en énergie et commence à la recycler. Les os perdent leur densité minérale à un rythme d'environ 1 à 2 pour 100 par mois, un taux de perte qui dépasse de loin celui de l'ostéoporose terrestre la plus sévère. Le calcium libéré par les os circule dans le sang et doit être éliminé par les reins, créant un risque accru de calculs rénaux, une complication particulièrement redoutée en vol spatial parce qu'un calcul rénal en orbite, sans accès à un hôpital, peut transformer une mission en urgence médicale. Le système cardiovasculaire se recalibre pour un environnement sans poids. Le cœur, n'ayant plus besoin de pomper le sang vers le haut, commence à perdre du volume musculaire et les vaisseaux sanguins se déconditionnent. Même la vision peut être affectée. Un phénomène appelé CNS, le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux, provoque un gonflement du nerf optique et un aplatissement du globe oculaire chez certains astronautes, altérant leur vision parfois de manière irréversible. Les chercheurs du MEDES à Toulouse, le Centre français de médecine spatiale, qui travaille en étroite collaboration avec le CNES et le SA, mènent des études de simulation d'alitement prolongé pour comprendre et contrer ces effets. Des volontaires passent des semaines allongés tête en bas, dans des lits inclinés à 6 degrés, simulant les effets de la microgravité sur le corps, testant des contre-mesures comme l'exercice, la nutrition et la centrifugation artificielle. Sur 10 jours, les dégâts sont limités et réversibles. Sur 6 mois, comme lors des séjours de Thomas Pesquet sur l'ISS, ils deviennent significatifs et nécessitent des mois de rééducation au sol. Sur un voyage vers Mars, qui durerait des mois dans chaque sens, ils deviennent un problème de survie que la médecine spatiale n'a pas encore résolu. L'hygiène est réduite au strict minimum. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas d'eau courante au sens où nous l'entendons. L'équipage se nettoie avec des lingettes humides, du savon liquide sans rinçage et du shampoing sec. Leurs kits d'hygiène personnelle comprennent des brosses à dents, des rasoirs et une brosse à cheveux. Tout se fait dans une petite zone désignée près des toilettes. Vous vous brossez les dents, vous avalez le dentifrice parce qu'il est formulé spécialement pour être ingéré,
vous ne pouvez pas cracher dans un lavabo qui n'existe pas, ou vous le crachez dans une lingette et vous passez à autre chose. Se raser en microgravité est une aventure en soi. Les poils coupés flottent dans l'air de la cabine au lieu de tomber dans un évier et doivent être capturés immédiatement avec un aspirateur ou une lingette humide avant de finir dans le système de ventilation. L'odeur corporelle est un sujet que les agences spatiales abordent avec un pragmatisme clinique. 4 adultes dans 9 mètres cubes faisant de l'exercice quotidiennement, sans possibilité de se doucher, pendant 10 jours. Le système de filtration d'air fait ce qu'il peut, mais les astronautes rapportent unanimement que l'odorat s'adapte, comme celui d'un marin au long cours qui ne sent plus l'air salin après quelques jours. C'est une adaptation sensorielle. Le cerveau apprend à filtrer les odeurs constantes pour ne signaler que les changements. L'intimité est un luxe que ce vaisseau n'offre pas vraiment. 4 adultes dans 9 mètres cubes pendant 10 jours, sans mur, sans porte, sans possibilité de s'isoler autrement qu'en tirant un rideau devant les toilettes. Chaque bruit que vous faites est entendu par tout le monde. Chaque geste est visible. Chaque moment d'émotion, de fatigue, d'irritation se déroule devant témoins. Les sous-marins nucléaires français de la Force océanique stratégique, où les équipages vivent confinés pendant des patrouilles de plusieurs semaines, offrent une comparaison partielle. Mais même un sous-marin nucléaire lance-engin de la classe Le Triomphant, avec ses 138 mètres de long, offre infiniment plus d'espace par personne que la capsule Orion. Cela exige une maturité psychologique extraordinaire, une capacité à tolérer la proximité permanente, l'absence de solitude, le partage constant de chaque instant. Les agences spatiales sélectionnent leurs astronautes autant pour cette résilience psychologique que pour leurs compétences techniques. La capacité à rester calme, professionnel et coopératif dans un espace confiné pendant des jours est aussi vitale que la capacité à piloter le vaisseau. Ils communiquent avec la Terre en utilisant des microphones portatifs, des casques et un système permettant des appels vidéo avec le contrôle de mission et leur famille. La communication est un fil vital, pas seulement pour les données techniques, mais pour le moral de l'équipage. Les psychologues de la NASA ont appris au fil des décennies que le contact régulier avec les proches est l'un des facteurs les plus importants pour maintenir la santé mentale des astronautes sur des missions de longue durée. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes peuvent passer des appels vidéo quotidiens avec leur famille, envoyer des courriels, même naviguer sur Internet avec un débit limité. Sur Orion, les capacités de communication sont plus restreintes, mais suffisantes pour maintenir ce lien. Les astronautes pourront voir les visages de leurs enfants, entendre la voix de leurs conjoints, maintenir ce fil invisible qui les relie à tout ce qui compte quand le reste du monde se réduit à un point bleu dans un hublot. Ils disposent de tablettes et d'ordinateurs portables chargés avec les procédures de la mission et, fait notable, des divertissements qu'ils ont sélectionnés avant le lancement. Des films, de la musique, des livres numériques, des podcasts. Personne à la NASA ne dira ce qu'il y a sur la playlist, mais je parierais que quelqu'un a chargé un film sur les voyages spatiaux parce que les astronautes sont exactement le genre de personnes qui regarderaient un film sur l'espace tout en étant réellement dans l'espace. Peut-être Gravity, peut-être Interstellar, peut-être même le vieux 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. L'ironie serait délicieuse.
Regardez des acteurs simuler l'apesanteur sur un écran pendant que vous flottez réellement en apesanteur dans un vaisseau en route vers la Lune. Les astronautes de l'ISS ont une longue tradition de visionnage cinématographique en orbite et ils choisissent souvent des films de science-fiction, non pas pour le réalisme, mais pour le plaisir de comparer la fiction à leur réalité quotidienne, en relevant chaque erreur de physique avec un amusement de connaisseur. À mesure que les jours passent, la Lune commence à grossir dans les hublots, et c'est le moment où la mission bascule d'un test d'ingénierie à quelque chose de profondément humain. Le 6e jour de la mission, vers le 6 avril, Orion atteindra la Lune. Ces 4 personnes verront la face cachée de la Lune de leurs propres yeux. Aucun humain ne l'a vue depuis 1972. Orion passera à environ 7500 km au-delà de la face cachée de la Lune, plus loin de la Terre qu'aucun vaisseau spatial habité n'a jamais voyagé. Le précédent record avait été établi par Apollo 13, involontairement d'ailleurs, puisque la trajectoire de retour d'urgence les avait fait passer un peu plus loin que les missions d'alunissage nominales. Artemis II le dépassera délibérément. À leur point le plus éloigné, ils seront à plus de 400 000 km de chez eux, peut-être davantage. La NASA a annoncé un objectif de distance record de 405 000 km. La Terre, visible depuis leurs hublots, sera suffisamment petite pour être recouverte par un pouce tendu à bout de bras. Tous les êtres humains qui ont jamais vécu, toute l'histoire de notre civilisation, toutes les guerres, tous les poèmes, toutes les cathédrales, tous les théorèmes, toutes les symphonies de Beethoven, toutes les toiles de Monet, toutes les équations d'Einstein obscurcissent par un doigt. Les astronautes d'Apollo 8, les premiers à avoir vu la Terre depuis la Lune en décembre 1968, avaient qualifié cette expérience de solitude la plus profonde qu'ils aient jamais éprouvée. William Anders avait pris ce jour-là la photographie la plus célèbre de l'histoire de l'humanité, Earthrise, le lever de terre, cette image de notre planète bleue surgissant au-dessus de l'horizon lunaire gris. Cette photo a changé le regard de l'humanité sur elle-même. Elle a contribué à lancer le mouvement écologiste mondial. L'équipage d'Artemis II ira encore plus loin, et ils verront la même chose, mais avec des yeux du XXIe siècle, dans un monde qui sait désormais à quel point cette bille bleue est fragile. Ce concept a un nom en psychologie spatiale, l'effet de vue d'ensemble, l'overview effect en anglais. C'est le basculement cognitif qui se produit lorsqu'un être humain voit la Terre depuis l'espace pour la première fois. Les frontières disparaissent. Les conflits semblent absurdes. La fragilité de la biosphère devient une évidence viscérale, pas intellectuelle. C'est un changement de perspective si profond que certains astronautes le décrivent comme une expérience quasi spirituelle, un moment de compréhension qui transcende le langage et qui ne peut être pleinement communiqué à ceux qui ne l'ont pas vécu. L'astronaute français Jean-Loup Chrétien, le premier Européen de l'Ouest dans l'espace en 1982 à bord de la station Salyut 7, avait décrit un sentiment similaire. Cette prise de conscience soudaine que toutes les divisions humaines sont des constructions artificielles plaquées sur une réalité géographique qui ne les reconnaît pas. Claudie Aigneret, première femme française dans l'espace en 1996, puis de nouveau en 2001, avait parlé de cette prise de conscience physique, que la Terre est un vaisseau spatial elle-même, fragile, isolée,
le seul que nous ayons, naviguant à travers le cosmos sans bouclier de secours, sans plan B. Patrick Baudry, deuxième Français dans l'espace en 1985 à bord de la navette Discovery, avait évoqué le vertige philosophique de voir les continents défiler sous lui sans frontières visibles. Pour l'équipage d'Artemis II, cette expérience sera amplifiée par la distance de manière incommensurable. Depuis l'orbite terrestre basse, à 400 km d'altitude, la Terre remplit une bonne partie du champ de vision. Elle est partout, elle domine le paysage visuel, son bleu intense et ses nuages blancs sont omniprésents. Depuis la Lune, elle est une bille bleue perdue dans un océan de noirceur, si petite qu'on pourrait la confondre avec une étoile si on ne savait pas où regarder. La face cachée de la Lune est géologiquement distincte de la face visible. Elle est plus fortement cratérisée, avec une croûte plus épaisse et moins de ces plaines sombres de basalte que nous voyons quand nous levons les yeux la nuit. Ces mers lunaires, comme la mer de la Tranquillité où Apollo 11 s'est posé, sont presque absentes de la face cachée. À la place, un paysage de cratères superposés, certains parmi les plus anciens du système solaire, des cicatrices d'un bombardement intense qui remonte à plus de 4 milliards d'années. Le plus grand d'entre eux, le bassin pôle Sud-Aitken, est l'une des plus grandes structures d'impact connues dans tout le système solaire. Un cratère de plus de 2000 km de diamètre et de 8 km de profondeur. C'est là que la sonde chinoise Chang'e 4 s'est posée en 2019, devenant le premier engin à atterrir sur la face cachée. Mais aucun œil humain ne l'a jamais contemplé directement depuis l'espace depuis 1972. Aucun humain n'a jamais observé cette face à cette distance avec la suite d'instruments modernes qu'Orion embarque. L'équipage la photographiera, l'étudiera, rassemblera des données qui alimenteront directement la planification d'Artemis III et des missions au-delà. Pour les chercheurs du CNRS et de l'Observatoire de Paris, qui étudient la géologie lunaire, pour les équipes de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay et du laboratoire de planétologie de Nantes, ces données seront inestimables. Elles compléteront les observations des sondes automatiques, comme le programme chinois Chang'e et les données du Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, en ajoutant la dimension unique de l'observation humaine directe, cette capacité qu'a un être humain formé à repérer l'inattendu, à s'arrêter sur un détail qu'un protocole automatisé aurait ignoré. Ils surveilleront également les niveaux de radiation en permanence, parce qu'une fois qu'on quitte le cocon protecteur du champ magnétique terrestre, les règles changent. Les rayons cosmiques galactiques et les particules énergétiques solaires deviennent des préoccupations réelles, des menaces invisibles qui traversent les parois du vaisseau et les corps de l'équipage. Ce sont des particules subatomiques d'une énergie considérable, certaines voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, capables de traverser plusieurs centimètres d'aluminium comme si le métal n'existait pas. Il existe deux types principaux de radiation spatiale qui menacent les astronautes. Le premier, le flux constant de rayons cosmiques galactiques, des noyaux atomiques accélérés à des vitesses prodigieuses par les explosions de supernovas dans notre galaxie et au-delà. Ces particules sont rares individuellement, mais chacune porte une énergie colossale. Quand un rayon cosmique traverse un corps humain, il laisse une traînée de dommages moléculaires dans son sillage, cassant des brins d'ADN, perturbant le fonctionnement cellulaire.
La plupart de ces dommages sont réparés par les mécanismes biologiques naturels, mais pas tous, et sur la durée, l'accumulation de dommages non réparés augmente significativement le risque de cancer. Le second type, les événements de particules solaires, est plus rare mais potentiellement beaucoup plus dangereux à court terme. Quand le Soleil éjecte une masse coronale, une bulle géante de plasma magnétisé lancée dans l'espace à des millions de kilomètres/heure, le flux de particules peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur en quelques heures. Sans protection, un astronaute exposé à un événement solaire majeur pourrait recevoir une dose de radiation suffisante pour provoquer un syndrome d'irradiation aiguë, des nausées, des vomissements, une chute des globules blancs, potentiellement la mort. Sur Terre, le champ magnétique terrestre, cette magnétosphère invisible qui s'étend à des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace, dévie la vaste majorité de ces particules. C'est un bouclier invisible, forgé par les courants de fer en fusion dans le noyau de notre planète, qui protège la vie terrestre depuis des milliards d'années. Sans lui, la surface de la Terre serait stérilisée par le vent solaire. En orbite terrestre basse, la protection est encore substantielle. La Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, se trouve bien à l'intérieur de la magnétosphère. Les astronautes y reçoivent une dose de radiation environ 10 fois supérieure à celle d'une personne au sol. Mais cela reste gérable sur des séjours de 6 mois. Au-delà, dans l'espace cislunaire et a fortiori dans l'espace profond, les astronautes sont exposés directement aux deux sources de radiation sans le parapluie magnétique terrestre. La seule protection, c'est la masse du vaisseau lui-même, les matériaux entre le vide et les astronautes. Et cette masse est limitée, parce que chaque kilogramme de blindage est un kilogramme qui n'est pas du carburant, de la nourriture ou de l'équipement scientifique. Les chercheurs de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France, et leurs homologues internationaux ont passé des années à modéliser les doses de radiation que recevront les équipages d'Artémis. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, contribue également à ces recherches par son expertise en physique des particules et en dosimétrie. Ce qu'ils ont trouvé n'est pas rassurant pour les missions de longue durée, mais pour 10 jours, la dose reste dans des limites acceptables, à condition qu'il n'y ait pas d'événement solaire majeur. La dose de radiation cumulée pendant un aller-retour vers la Lune de 10 jours est estimée à environ la moitié de la limite annuelle recommandée pour les travailleurs du nucléaire. C'est significatif, mais gérable. Le vrai problème, c'est l'imprévisibilité des événements solaires. Orion dispose de quelques zones blindées, des baies de stockage et l'espace près des toilettes, où l'équipage peut se réfugier pendant un événement de particules solaires. C'est le plan. Si une tempête solaire majeure éclate pendant qu'ils sont du côté de la face cachée de la Lune, ils se replient près des toilettes et ils attendent que ça passe. L'image est presque comique si l'on y pense. 4 des êtres humains les plus entraînés de la planète, représentant le sommet de la technologie spatiale du XXIe siècle, se recroquevillant dans un espace de la taille d'une cabine téléphonique à côté des toilettes pour échapper à des particules invisibles crachées par une étoile à 150 millions de kilomètres. Mais c'est la réalité de l'exploration spatiale. Les solutions sont parfois aussi prosaïques que les défis sont cosmiques. L'équipe de météorologie spatiale de la NASA et les équipes du Centre de données de Toulouse, spécialisées dans l'observation solaire,
travaillent d'arrache-pied pour affiner leurs prévisions pour exactement ce scénario, parce qu'un mauvais événement solaire au mauvais moment pourrait délivrer une dose de radiation dangereuse aux 4 membres d'équipage, sans nulle part où se cacher. Après le survol lunaire, la gravité fera la majeure partie du travail. Orion passera derrière la Lune, captera l'élan gravitationnel et entamera le long retour vers la Terre. Ce moment, le passage derrière la Lune, est aussi celui où l'équipage perdra tout contact radio avec la Terre. La Lune elle-même, cette masse de roches de 3400 km de diamètre, bloquera physiquement les ondes radio. Pendant environ 47 minutes, l'équipage sera dans le silence le plus total, coupé de Houston, coupé de leur famille, coupé de toute l'humanité. 47 minutes où ils seront les êtres humains les plus isolés de l'histoire de notre espèce. Même les astronautes d'Apollo, qui ont vécu ce même passage derrière la Lune, décrivaient ce silence comme qualitativement différent du silence ordinaire. Ce n'est pas le silence d'une chambre calme, c'est le silence de l'absence totale de connexion avec tout ce que vous avez jamais connu. Aucune voix humaine ne peut vous atteindre. Aucun signal radio de la civilisation terrestre ne parvient jusqu'à vous. Vous êtes derrière la Lune, et pendant ces minutes, le reste de l'humanité n'existe qu'en théorie. Le voyage de retour prendra environ 4 à 5 jours. C'est un temps long dans un espace aussi confiné. La nouveauté des premiers jours s'est dissipée. L'excitation du lancement est derrière eux. Le spectacle du survol lunaire est terminé. Ce qui reste, c'est le quotidien de la vie à bord. Les mêmes sachets de nourriture, le même appareil d'exercice, les mêmes 4 murs, les mêmes 3 visages. Les psychologues de la NASA et du CNES, qui étudient le comportement humain en milieu isolé et confiné, savent que c'est souvent dans la deuxième moitié d'une mission que les tensions émergent. Le phénomène est bien documenté dans les stations de recherche en Antarctique où les équipes françaises de la base Concordia passent des mois d'isolement hivernal dans des conditions que l'ESA utilise précisément comme analogue à un voyage spatial de longue durée. L'ennui, la promiscuité, l'impossibilité de s'isoler, l'accumulation de petites irritations qui, sur Terre, seraient anodines, mais qui, dans un espace confiné, deviennent des sources de friction. Un coéquipier qui mâche trop fort, un autre qui ronfle, un troisième qui monopolise les hublots. Ces micro-tensions sont réelles et les agences spatiales investissent un temps considérable dans la sélection psychologique et l'entraînement à la gestion de groupe pour les atténuer. Pendant le retour, l'équipage continuera de surveiller les systèmes, d'effectuer des bilans médicaux et de documenter leur expérience. La mission embarque également une expérience scientifique appelée Avatar, un système qui simule la réponse des tissus biologiques humains à l'environnement spatial, notamment aux radiations. C'est la première fois qu'Avatar est testé au-delà de la ceinture de Van Allen, et les données recueillies seront cruciales pour les futures missions de longue durée. Les astronautes effectuent régulièrement des prélèvements sanguins, des tests cognitifs et des évaluations de leur état physiologique. Chacun de ces points de données alimente une base de connaissances qui n'existe tout simplement pas encore, parce que personne n'a envoyé d'humains aussi loin depuis si longtemps. Ils seront aussi les premiers humains à fournir un retour d'informations en temps réel sur la façon dont Orion gère les conditions de l'espace profond avec des personnes à bord. Des données qu'aucune simulation,
qu'aucun test sans équipage ne peut reproduire. Comment se sent la température de la cabine après 5 jours? Les sacs de couchage maintiennent-ils le dormeur en place ou dérivent-ils? Le système d'épuration du dioxyde de carbone maintient-il l'air suffisamment frais pour penser clairement? L'humidité de la cabine est-elle confortable ou l'air est-il trop sec, irritant les voies respiratoires et les yeux? Les odeurs s'accumulent-elles malgré le système de filtration? Le bruit des ventilateurs perturbe-t-il le sommeil après plusieurs jours? Ces questions semblent triviales. Elles ne le sont pas. Un niveau de CO2 légèrement trop élevé dans la cabine provoque des maux de tête, une diminution de la concentration, une altération du jugement. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes ont parfois signalé des niveaux de CO2 qui, bien qu'en dessous des seuils d'alarme, affectaient leur capacité de travail et leur bien-être. Pour un équipage qui devra prendre des décisions critiques pendant la rentrée atmosphérique, c'est la différence entre la vie et la mort. Ces réponses ne viennent qu'en mettant des humains à l'intérieur de la machine. Il est prévu que l'équipage passe un appel spécial pendant le retour, une communication vaisseau à vaisseau avec les 7 astronautes actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Ce sera un moment unique dans l'histoire de l'exploration spatiale. 2 équipages humains se parlant depuis 2 points différents de l'espace, l'un en orbite terrestre basse, l'autre revenant de la Lune. L'astronaute Jessica Meir, à bord de l'ISS, avait exprimé son impatience de parler à Christina Koch, avec qui elle avait réalisé la première sortie extravéhiculaire, entièrement féminine, en 2019. Ce sont des liens humains qui traversent le vide. À mesure que la Terre grossira dans les hublots, l'équipage commencera à se préparer pour la partie de la mission qui a généré plus d'anxiété d'ingénierie que tout autre. La rentrée atmosphérique, c'est le moment de vérité absolue. Pendant 10 jours, le bouclier thermique au bas de la capsule a été là, silencieux, inerte, un simple panneau de matériaux composites fixé à la structure. Personne n'y pense pendant le transit. Mais au retour, il devient soudainement l'objet le plus important de tout le vaisseau. La seule chose qui sépare 4 vies humaines de la mort par incinération. Et ce bouclier a un passé trouble. Pendant le vol non habité d'Artemis 1 en 2022, la capsule Orion est rentrée et tout semblait nominal vu de l'extérieur. Le vaisseau a améri en toute sécurité dans l'océan Pacifique. Les températures de la cabine n'ont jamais dépassé les limites de conception. Les parachutes se sont déployés normalement. La trajectoire était conforme aux prévisions. Selon toutes les mesures visibles et télémétriques, c'était un succès complet. Les équipes de la NASA ont célébré. Les médias ont salué le retour triomphal d'Orion. Et puis les ingénieurs ont récupéré la capsule et l'ont examinée de près. Quand les ingénieurs ont inspecté le bouclier thermique après coup, ils ont découvert quelque chose de préoccupant. Plus de 100 emplacements où le matériau ablatif, une substance appelée avcoate, conçue pour brûler progressivement et emporter la chaleur avec elle, s'était fissuré et avait été arraché en morceaux irréguliers. Pas l'érosion lisse et contrôlée pour laquelle il avait été conçu, cette ablation progressive, couche par couche, qui est le principe fondamental de la protection thermique ablative. Non, des pertes de matière irrégulières, imprévisibles, dentelées, comme si quelqu'un avait arraché des morceaux de plâtre d'un mur avec un pied de biche. 4 boulons de séparation encastrés dans le bouclier thermique avaient partiellement fondu à travers leur barrière thermique
laissant des sillons profonds au lieu du motif de carbonisation attendu. Les photos de l'inspection sont saisissantes. Le bouclier, qui aurait dû présenter une surface uniformément érodée, noircie mais intacte, ressemblait à une route après un tremblement de terre, parsemée de trous, de fissures et de morceaux manquants. Pour les ingénieurs thermiciens, c'était un signal d'alarme majeur. Un bouclier thermique ne doit pas se comporter comme ça. Jamais. L'enquête a duré près de 2 ans. 2 années pendant lesquelles la date de lancement d'Artemis II a été repoussée encore et encore, tandis que des équipes d'ingénieurs aux États-Unis et en Europe tentaient de comprendre pourquoi un matériau censé être parfaitement caractérisé s'était comporté de manière aussi imprévisible. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gaz générés à l'intérieur de l'AVCOAT pendant la rentrée n'avaient pas de moyen de s'échapper assez rapidement. L'AVCOAT est un matériau composite fait de résine époxy et de microsphères de silice disposées dans une structure en nid d'abeille. Quand il est chauffé, la résine se décompose et libère des gaz. C'est le processus normal d'ablation. Ces gaz sont censés s'échapper par la surface, emportant la chaleur avec eux. Mais dans les conditions spécifiques de la rentrée d'Artemis I, la pression s'accumulait à l'intérieur du matériau plus vite que les gaz ne pouvaient s'échapper. Le résultat, des poches de pression internes qui fissuraient le matériau et en soufflaient des morceaux. La cause fondamentale était liée à la technique de rentrée par rebond utilisée lors d'Artemis I, où Orion avait plongé dans l'atmosphère, rebondi dans l'espace, puis était rentré une seconde fois. Cette pause entre les 2 contacts atmosphériques avait laissé l'énergie thermique s'accumuler à l'intérieur du matériau du bouclier sans lui permettre de s'ablater correctement. Les gaz se sont formés, la pression a monté et le bouclier s'est fracturé. Les installations d'essai de la NASA n'avaient pas détecté ce phénomène au préalable parce que leurs tests au sol utilisaient des taux de chauffage plus élevés que ceux que le vaisseau avait réellement subis en vol. Et à ces taux plus élevés, le matériau se comportait comme prévu. C'était le chauffage modéré et soutenu du rebond qui l'avait brisé. C'est un paradoxe instructif pour tout ingénieur. Parfois, les conditions les plus dangereuses ne sont pas les plus extrêmes, mais les plus intermédiaires, celles que personne n'avait pensé à tester parce qu'elles semblaient trop bénignes pour poser problème. Pour Artemis II, la NASA a pris une décision critique. Ils ont gardé le même matériau AVCOAT pour le bouclier thermique. Ils ne l'ont pas reconçu. C'est une décision qui a fait débat au sein même de l'agence et dans la communauté aérospatiale mondiale. Certains ingénieurs et experts externes ont publiquement exprimé leur désaccord, arguant qu'on ne devrait jamais envoyer un équipage humain derrière un bouclier thermique dont on sait qu'il a présenté un mode de défaillance imprévu. D'autres ont fait valoir que les analyses supplémentaires menées pendant 2 ans, incluant des simulations à haute fidélité et des tests complémentaires, démontraient que la structure sous-jacente de la capsule resterait intacte et protégerait l'équipage même dans des scénarios d'endommagement plus sévères que ceux observés sur Artemis I. L'administrateur de la NASA a revu personnellement les données, rencontré les équipes d'ingénierie et des comités d'experts indépendants. La conclusion, le risque est acceptable. Pas nul, acceptable. Il y a une différence fondamentale entre ces 2 mots, et elle se mesure en probabilité et en vies humaines. Au lieu de reconcevoir le bouclier, ils ont modifié la trajectoire.
Orion entrera dans l'atmosphère sur un chemin plus direct et plus raide, sans rebond. Une descente continue depuis 40 000 km/h jusqu'à l'amérissage. C'est ce qu'on appelle une rentrée balistique directe, par opposition à la rentrée par rebond ou skip entry utilisée sur Artemis 1. La technique du rebond avait été choisie initialement pour réduire les forces G subies par l'équipage en étalant la décélération sur 2 passages atmosphériques. Elle permettait aussi un contrôle plus précis du point d'amérissage. En l'abandonnant, la NASA accepte un compromis. Moins de précision sur le point d'impact, des forces G plus élevées, mais un profil thermique du bouclier qui évite la zone de danger identifiée. Cela réduit le temps que le bouclier passe dans la zone de température qui a causé les fissures sur Artemis 1. Pour le bouclier d'Artemis 3 et les missions suivantes, la NASA a annoncé des modifications de conception pour résoudre le problème de perméabilité de l'avcoate à la racine. Mais Artemis 2 vole avec ce qu'il a. La contrepartie est des forces de décélération plus élevées sur l'équipage. Une entrée plus raide signifie un ralentissement plus rapide, ce qui signifie plus de forces G pressant les astronautes dans leur siège pendant ces dernières minutes violentes. Et violent est le mot juste. Le directeur de vol responsable de la phase de rentrée a déclaré qu'une fois que la chaleur commence à s'accumuler sur le bouclier thermique, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est un engagement total. Orion frappera le sommet de l'atmosphère terrestre à environ 40 000 km/h. C'est Mach 32. 32 fois la vitesse du son. Pour mettre cela en perspective, un avion de chasse Rafale de l'armée de l'air française peut atteindre Mach 1,8 en supersonique. Le Concorde croisait à Mach 2. Le X-15, l'avion fusée expérimental le plus rapide de l'histoire, a atteint Mach 6,7. Orion rentrera dans l'atmosphère à près de 5 fois cette vitesse. À Mach 32, les molécules d'air se compriment si violemment devant la capsule qu'elles forment un fourreau de plasma surchauffé atteignant 2760 degrés Celsius. C'est environ la moitié de la température de la surface du Soleil. C'est plus chaud que la lave en fusion, plus chaud que la température de fonctionnement d'un réacteur nucléaire, plus chaud que le point de fusion de la quasi-totalité des métaux connus. L'avcoate est censé absorber cette chaleur et se consumer de manière contrôlée, emportant l'énergie thermique avec lui. Quelques centimètres de résine enduite de silice se tiennent entre l'équipage et l'incinération. De l'autre côté de ce matériau, les astronautes sont censés ressentir des températures de cabine confortables. C'est la marge avec laquelle ils travaillent. Quelques centimètres. Entre le confort et la mort, il y a l'épaisseur d'un bouclier thermique qui a fissuré la dernière fois qu'il a été utilisé. À l'intérieur de la capsule, les astronautes sentiront les forces s'accumuler. D'abord, une légère traction, à peine perceptible, comme le début d'une descente en ascenseur. Puis une poussée régulière, grandissante, qui les enfonce progressivement dans leur siège. Puis un poids écrasant, comparable à ce qu'ils ont ressenti au lancement, mais avec une brutalité différente. Au lancement, l'accélération est progressive et attendue. À la rentrée, elle peut fluctuer rapidement en fonction de l'angle d'attaque de la capsule et de la densité variable de l'atmosphère. À mesure que la décélération grimpe, leurs corps deviennent de plus en plus lourds. Chaque membre pèse des dizaines de kilogrammes. La tête semble peser autant qu'un sac de ciment. Respirer exige un effort conscient,
Parce que la cage thoracique elle-même est comprimée par les forces G. Le sang est poussé vers le bas du corps, ce qui peut provoquer un voile gris ou même une perte de conscience si les forces sont maintenues trop longtemps. Les sièges des astronautes sont inclinés de manière à ce que la décélération s'exerce de la poitrine vers le dos plutôt que de la tête vers les pieds, ce qui est beaucoup plus tolérable physiologiquement. C'est la même logique que les sièges des capsules Soyouz russes, une leçon apprise des premiers vols habités dans les années 60. Les hublots rougeoient en orange, puis en blanc à mesure que le plasma enveloppe la capsule. À travers les hublots, les astronautes verront la lumière la plus intense et la plus irréelle qu'un être humain puisse contempler. Un fourreau de gaz ionisé à des milliers de degrés qui entoure la capsule comme une aura infernale. Les astronautes d'Apollo décrivaient cette vue comme un spectacle d'une beauté terrifiante. Des tourbillons de couleurs allant du jaune vif au violet, des traînées de matière incandescente arrachées au bouclier thermique. Le tout visible à travers un hublot qui reste miraculeusement intact de l'autre côté de cette fournaise. Les communications seront coupées brièvement lorsque cette enveloppe de gaz ionisé bloquera les signaux radio. Le plasma est un état de la matière où les atomes sont si énergétiques que les électrons sont arrachés à leur noyau, créant un gaz de particules chargées qui agit comme un miroir pour les ondes électromagnétiques. Aucun signal radio ne peut traverser cette barrière. Pendant quelques minutes, l'équipage d'Artemis II sera complètement seul. Pas de voix de Houston, pas de télémétrie, juste de la chaleur et de la pression et le son d'un vaisseau spatial hurlant à travers l'atmosphère à une vitesse qu'aucun être humain n'a jamais survécu auparavant. Ce blackout de communication est l'un des moments les plus angoissants de toute mission de rentrée. Pendant la rentrée d'Apollo 13, ce silence radio avait duré plus longtemps que prévu, et le contrôle de mission avait cru pendant de longues minutes que l'équipage était perdu. Le silence s'était étiré au-delà de toutes les prédictions, et dans la salle de contrôle de Houston, les visages s'étaient figés, la peur s'installant seconde après seconde. Puis la voix de Jack Swigert avait percé le silence. Pour les familles des astronautes d'Artemis II, pour les contrôleurs de vol à Houston, pour tous ceux qui suivront la mission en direct, ces minutes de silence seront les plus longues de leur vie. Quand la capsule ralentira en dessous des vitesses supersoniques, les parachutes extracteurs se déploieront, arrachant le vaisseau vers une attitude de descente plus stable. Puis 3 immenses parachutes principaux se gonfleront au-dessus de l'océan Pacifique, au large de San Diego. Chacun de ces parachutes mesure plus de 30 mètres de diamètre une fois déployés. Ensemble, ils offrent une surface de freinage colossale qui ralentit la capsule d'une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres/heure à environ 30 km/h au moment de l'impact avec l'eau. Le système de parachute est l'un des éléments les plus critiques et les plus testés du vaisseau. Il n'y a pas de redondance possible. Si les parachutes principaux ne s'ouvrent pas, la capsule frappe l'océan à une vitesse fatale. Point final. La capsule se balancera sous les parachutes, descendant vers l'eau. L'amérissage sera brutal, pas en douceur. L'impact avec la surface de l'océan correspond à une décélération comparable à un accident de voiture à faible vitesse. Un choc violent mais survivable, amorti par la structure de la capsule et les sièges des astronautes, conçus pour absorber l'énergie de l'impact. La capsule
frappera la surface de l'océan et tanguera dans la houle, pendant qu'une équipe de récupération de la marine américaine à bord d'un navire de transport amphibie de la classe San Antonio s'approchera pour sécuriser le véhicule et extraire l'équipage. Des plongeurs entreront dans l'eau, fixeront des colliers de flottaison et des câbles de remorquage, et la capsule sera hissée à bord. L'écoutille s'ouvrira. 4 personnes respireront l'air extérieur pour la première fois en 10 jours. L'air salé du Pacifique. Le vent. La lumière du soleil non filtrée par un hublot. Les bruits d'un monde vivant après 10 jours dans le bourdonnement constant d'une machine. Ce moment, les astronautes d'Apollo le décrivaient comme une seconde naissance, une sensation de reconnexion avec le monde physique si intense qu'elle en devenait presque douloureuse. Leurs jambes seront faibles. Leur sens de l'équilibre sera perturbé après 10 jours en microgravité. Même se tenir debout exigera de la concentration, alors que leurs oreilles internes se recalibreront à un monde où le bas signifie à nouveau quelque chose. Le corps humain est remarquablement adaptable, mais 10 jours en apesanteur suffisent à désorienter le système vestibulaire, ce gyroscope biologique logé dans l'oreille interne qui nous dit en permanence où est le haut et où est le bas. Quand la gravité revient, le cerveau doit réapprendre à interpréter les signaux. Les premiers pas seront hésitants, presque ceux d'un enfant qui apprend à marcher. Les premiers jours au sol seront marqués par des vertiges, des nausées parfois, une fatigue musculaire profonde. Quand Thomas Pesquet est revenu de ses 6 mois à bord de l'ISS, il décrivait la sensation de la gravité comme celle d'un manteau de plomb posé sur les épaules, le poids de votre propre corps devenu soudainement oppressant après des mois où il ne pesait rien. Pour l'équipage d'Artemis II, après seulement 10 jours, les effets seront moins prononcés, mais néanmoins réels. Leur système cardiovasculaire, qui s'est adapté à un environnement où le cœur n'a plus besoin de pomper le sang vers le haut contre la gravité, devra se réadapter. Ils risqueront l'hypotension orthostatique, des chutes de tension en se levant, pouvant provoquer des étourdissements ou des évanouissements. Les médecins du vol attendront l'équipage sur le navire de récupération pour commencer immédiatement les évaluations médicales. Ces données médicales post-vol seront aussi précieuses que les données recueillies pendant le vol, parce qu'elles documenteront pour la première fois la récupération physiologique après un voyage cislunaire de courte durée, un scénario que la médecine spatiale n'a pas étudié depuis Apollo. 1 100 000 kilomètres. La distance totale parcourue. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est presque 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. C'est l'équivalent de faire 27 fois le tour de la Terre à l'équateur. C'est plus que la distance que parcourt la lumière en 3 secondes et demie, et tout ce voyage est accompli à l'intérieur d'un volume habitable plus petit qu'un studio parisien. Les êtres humains les plus éloignés de chez eux depuis plus d'un demi-siècle. Et tout cela à l'intérieur d'une capsule que Christina Koch a comparée à un monospace. Il y a quelque chose de presque absurde dans cette comparaison, et je pense qu'elle capture l'essence de toute la mission. Nous envoyons 4 personnes plus loin de la Terre qu'aucun humain vivant ne l'a jamais été. Et ils le font dans un espace de la taille d'une voiture familiale. Pas dans un gigantesque vaisseau de science-fiction avec des corridors, des ponts d'observation et une salle de contrôle cathédrale. Non, dans un monospace. Un monospace avec des hublots, des ordinateurs de bord
et un bouclier thermique, certes, mais un monospace quand même en termes de volume. C'est la réalité de l'exploration spatiale au XXIe siècle. Les vaisseaux ne sont pas grandioses. Ils sont fonctionnels, contraints, dictés par les limites implacables de la physique des fusées, où chaque kilogramme supplémentaire coûte des dizaines de milliers d'euros en carburant. Ils mangent des crevettes réhydratées dans un sachet. Ils dorment arrimés à un mur. Ils font de l'exercice avec un appareil de résistance glorifié, boulonné au plancher. Ils se lavent avec des lingettes humides. Et ils regardent, par leurs hublots, la face cachée de la Lune, la totalité de la Terre réduite à un point bleu, et ils savent que la seule chose qui les ramène chez eux est un bouclier thermique qui a fissuré la dernière fois qu'il a été utilisé. Ce n'est pas un échec de l'ingénierie, c'est la réalité de ce que signifie explorer. Nous n'allons pas sur la Lune parce que c'est sûr. Nous ne l'avons jamais fait. Apollo 13 l'a prouvé. Columbia et Challenger l'ont prouvé de la manière la plus douloureuse qui soit. La catastrophe de Columbia, le 1er février 2003, quand un morceau de mousse isolante s'est détaché du réservoir externe pendant le lancement et a endommagé le bouclier thermique de l'aile gauche, les 7 membres d'équipage sont morts pendant la rentrée atmosphérique quand le plasma surchauffé a pénétré la brèche dans la protection thermique. C'est exactement le même type de défaillance, un bouclier thermique compromis, qui préoccupe les ingénieurs d'Artemis II. La différence, c'est qu'ici, ils savent que le problème existe. Ils l'ont identifié, analysé, et ils ont choisi une stratégie d'atténuation plutôt qu'une reconception. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a personnellement revu les analyses et rencontré les ingénieurs et des experts externes avant de donner son aval. Certains experts restent critiques. Certains auraient préféré un bouclier entièrement reconçu. Mais la décision a été prise. C'est un choix d'ingénieur calculé, pas un acte de négligence. C'est le type de décision que prennent des ingénieurs tous les jours dans l'aérospatiale. Évaluer un risque, quantifier les marges et décider si le niveau de sécurité est acceptable. L'industrie aérospatiale française connaît bien ce processus. Chez Dassault Aviation, chez Safran, chez Airbus, chez Ariane Space, chaque vol est précédé d'une revue de risques exhaustive qui pèse les incertitudes contre les données disponibles. Chaque mission habitée au-delà de l'orbite terrestre est un pari calculé, analysé de manière exhaustive, planifié méticuleusement, que l'ingénierie tiendra, que les mathématiques sont justes, que les matériaux feront ce que les modèles prédisent. En France, nous connaissons ce type de pari calculé. Nous l'avons fait avec Ariane. Quand le premier vol d'Ariane 1 en 1979 a réussi après des années de doutes et de défis techniques, ouvrant la voie à une industrie de lancement qui domine aujourd'hui le marché commercial mondial. Nous l'avons fait avec le Concorde, ce prodige d'ingénierie franco-britannique qui volait à Mach 2 à une époque où la plupart des avions de ligne croisaient à Mach 0,8 et qui a prouvé que l'audace technique pouvait repousser les limites du possible même si la viabilité économique ne suivait pas toujours. Nous l'avons fait avec le programme nucléaire civil, quand la France a décidé dans les années 70 de baser l'essentiel de sa production électrique sur l'énergie nucléaire. Un pari technologique et industriel colossal qui fait qu'aujourd'hui environ 70% de l'électricité française est d'origine nucléaire.
Nous le faisons avec ITER à Cadarache, ce projet international de fusion nucléaire qui tente de reproduire le processus qui alimente les étoiles, un pari sur l'avenir énergétique de l'humanité. Chaque grande entreprise technologique exige un moment où les données disent que c'est suffisamment sûr, mais pas parfaitement sûr, et où quelqu'un doit décider d'y aller quand même. Artemis 2 est ce pari, fait avec la pleine connaissance de ce qui a mal tourné la dernière fois et la conviction que la correction est suffisante. 4 personnes misent leur vie dessus. Et franchement, ils le savent mieux que quiconque. Ils ont vu les photos du bouclier thermique fissuré. Ils ont assisté au briefing technique, certains durant des heures, où les ingénieurs ont présenté les résultats de l'enquête, les données des simulations, les marges de sécurité recalculées. Ils ont posé les questions difficiles, celles que personne n'a envie d'entendre, celles sur les scénarios de pire cas et les probabilités de défaillance catastrophique. Et ils ont décidé d'y aller quand même. Ce n'est pas de l'inconscience. C'est une évaluation lucide du risque par des professionnels qui comprennent les chiffres et qui acceptent les probabilités. Les astronautes ne sont pas des casse-cous. Ce sont des ingénieurs, des pilotes d'essai, des scientifiques qui ont passé leur carrière à évaluer et à gérer le risque. Ils savent que le risque zéro n'existe pas dans l'exploration spatiale. Ils savent que chaque mission habitée au-delà de l'orbite terrestre basse est un exercice de confiance mesurée dans l'ingénierie, dans les mathématiques, dans les équipes au sol qui ont construit, testé et certifié chaque composant. Et ils savent que malgré toutes ces précautions, il existe toujours une probabilité non nulle que quelque chose d'imprévu se produise. C'est le prix de l'exploration. C'est le prix qui a toujours été payé par ceux qui repoussent les limites du connu, depuis les navigateurs polynésiens qui traversaient le Pacifique sur des pirogues jusqu'aux équipages d'Apollo qui s'envolaient vers un monde mort à bord de machines imparfaites. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils se sont sanglés. Ils ont senti les moteurs s'allumer sous eux et ils ont quitté la Terre pour 10 jours. En ce moment même, tandis que ces mots sont écrits, ils filent quelque part entre la Terre et la Lune, dans le noir de l'espace profond, portés par l'élan que leur a donné l'injection translunaire. 4 êtres humains dans une boîte en métal, entourée de vide, se rapprochant d'un monde que personne n'a visité depuis plus d'un demi-siècle. Quand ils reviendront, si le bouclier tient, si les parachutes se déploient, si l'océan les accueille correctement, ils auront ouvert une porte qui était fermée depuis 1972. Pas la porte vers la Lune. Nous l'avons ouverte il y a longtemps. La porte pour y retourner. Et derrière cette porte, il y a Artemis 3 et l'alunissage. Il y a une station orbitale lunaire. Il y a des bases permanentes. Il y a peut-être Mars. L'Europe, la France, le CNES, le SA seront partie prenante de chaque étape. Le module de service européen qui propulse Orion aujourd'hui est le premier acte d'une présence européenne durable dans l'exploration de l'espace profond. Le lanceur Ariane 6, qui commence sa carrière opérationnelle, pourrait un jour placer des composants d'infrastructures lunaires en orbite. Les technologies développées par Thales Alenia Space pour les modules pressurisés de la Station spatiale internationale sont candidates pour les futurs habitats lunaires. L'expertise française en robotique spatiale, en sciences planétaires, en médecine spatiale au MEDES de Toulouse, en simulation d'habitats isolés, tout cela converge vers un même horizon,
ce qui se joue en ce moment même, tandis que ces 4 êtres humains filent vers la Lune dans leur capsule de la taille d'un monospace, ce n'est pas seulement un test de technologie. C'est la promesse que l'humanité n'a pas renoncé à aller plus loin, que la parenthèse de 53 ans est terminée, que nous recommençons. Et cette fois, l'Europe ne sera pas spectatrice, elle sera à bord.